Bonjour tout le monde. Merci Aurélie pour l'organisation, l'invitation, etc. C'est super. Je suis hyper content d'être là. De un parce que c'est à 5 minutes à pied de chez moi, donc c'était beaucoup plus pratique que pour plein de gens. Et puis surtout de partager cette conversation ici, parce que comme disait Aurélie, finalement il se passe beaucoup de choses en région, ici, chez nous, chez moi. Et je suis hyper content de voir que tout le monde vient le raconter et le partager. Donc voilà, donc j'ai commencé par être un enfant bon à l'école, ce qui semblait être le vœu de chacun, ce qui a été relativement un calvaire pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, bon à l'école n'est pas tellement moins engageant sur votre avenir que mauvais à l'école. Bon à l'école, ça voulait dire que mes études elles étaient tracées, et voire même mon métier était tracé, et voire même ma retraite était à peu près assurée. Du coup, ça m'a franchement angoissé. J'étais un enfant qui était hyper attentif, hyper questionnant. Et j'avais besoin de comprendre à la fois ce qui se passait et ce que les gens disaient, le rapport entre ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, et le rapport entre ce qu'ils disaient et ce que je voyais. Et je voyais beaucoup de mensonges, en fait. Et l'école pensait peut-être, ou même les adultes en général, me rassuraient par des mensonges pieux, des mensonges sympathiques. Et au final, moi, j'étais hyper perturbé, hyper inquiet. Et surtout, je cherchais mon chemin à moi et ma cohérence. Du coup, j'ai fait mes études, je suis arrivé en prépa. Alors en prépa, c'est un peu pareil. Au final, on vise pas une école, on vise la meilleure école. Donc on vise pas un métier, on vise la meilleure école qui pourrait nous donner un métier le plus valorisant. Moi, je me disais que j'avais qu'une vie, qu'a priori, je pourrais pas recommencer, et que tant qu'à faire un métier, je préférais que ce soit le mien. Donc, du coup, voilà, je fais prépa, je suis entré en école normale. Alors là, c'était le Graal, tout le monde, voilà. Et puis au final, je me suis retrouvé avec des gens où moi, je voulais faire de la recherche, je voulais inventer, je voulais renouveler, je voulais, voilà, faire de la créativité. Et puis finalement, la moitié des gens voulaient être prof de prépa, voire les trois quarts. Du coup, je me disais, mais quel cycle infernal. En fait, on se reproduit entre nous, on va jamais sortir. Ça va juste être horrible. Et donc, en fait, voilà, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans où je pensais trouver de l'inspiration, de l'innovation, de changement. Et puis, en fait, j'avais un prof qui écrivait au tableau, je copiais dans mon cahier, je devais apprendre ma leçon. Et je me faisais interroger sur le cours. Et si j'avais pas les mots du prof, j'avais une mauvaise note. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, ça va être dur. Donc, du coup, je suis parti. Je suis parti pas vraiment avec un projet, mais je suis parti avec des envies, puis des besoins. J'avais besoin que ça me ressemble. En fait, j'avais besoin que si je me lève le matin, c'était pour faire une journée qui allait me ressembler, en fait. Et que les gens qui allaient m'entourer allaient être des gens qui partageaient un souci de cohérence, un souci de bien-être, un souci de réalisation, en fait, tout simplement. Tout ça entourait du fait que je pense que j'ai toujours été soucieux de ce qui m'entoure et de ce qui se tisse entre nous, en fait. Voilà, avec chacun ayant ses parcours. Moi, je me suis retrouvé dans des classes mélangées où il y avait des très bons et des très mauvais à l'école, et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément ami plus avec les très bons qu'avec les très mauvais. Donc ça m'a aussi questionné sur... voilà, on a une région qui a la chance aussi d'être riche socialement. Et historiquement, ma famille n'est pas spécialement issue de quartiers riches, etc. Donc c'est un mélange que j'ai toujours côtoyé, que j'ai toujours vécu comme une richesse. Et j'avais envie que ma vie, elle soit dans ce questionnement-là. Du coup, j'ai rencontré un sourd, complètement par hasard. Et je me suis dit, toi, à l'école, ça n'a pas dû être facile. Et donc effectivement c'était pas facile, et du coup j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'en fin de compte sur ma guerre contre l'école, parce que ça a commencé quand même comme ça, comment me venger, je croyais que c'était un super cas d'école. Bref, et du coup voilà, je lui ai demandé un peu ce que c'était sa vie, ce que c'était son quotidien, et je me suis retrouvé face à un désert relationnel, culturel, éducatif, d'objectifs de vie, d'opportunités, etc. Et en fait, ça a fait écho en moi à plein de souvenirs d'enfants, à plein de souvenirs aussi de vie, et puis à qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ma vie, à quoi je veux qu'elle ressemble. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité, comment donner à des personnes qui ont une posture complètement hors du spectre des opportunités. Des opportunités d'apprendre, de se développer, de se révéler, de se construire, etc. Donc j'ai commencé à créer des outils pédagogiques accessibles en sortant d'une école normale en chimie physique. Bon voilà, j'ai improvisé. Ce qui m'a sauvé, c'est, je pense, le regard que j'ai porté sur le sujet, la curiosité, les démarches, une démarche très scientifique, très dans l'exploration, et puis la recherche, parce que finalement j'ai fini chercheur dans un autre sujet. Et donc on a commencé avec avec un petit groupe à créer l'asso et à développer une asso autour de l'accessibilité aux pratiques culturelles et éducatives autour des personnes sourdes. Et du coup je vais vous partager une de mes théories sur ça, mais à un moment je me suis rendu compte que les livres pour enfants qu'on fabriquait, il y a plein de gens qui les achetaient, qui n'avaient pas de sourds dans leur famille, pas de sourds dans leur entourage. Et à un moment, je leur dis, mais pourquoi ?
Et ils disent, bah c'est pas pareil. Et on aime bien, parce qu'il y a un DVD, il y a de la vie, il y a un comédien qui s'exprime visuellement, et puis il y a un assemblage, voilà, il y a des images, du texte, de la vidéo, enfin. Et en fait, ils se sentaient bien dans un univers qui était atypique, et cet univers atypique venait des sourds. Moi, je l'ai juste traduit, en fait. Donc, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, le vivre ensemble, ça commence à me parler. Et du coup, voilà, petit à petit, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que peut-être, en fin de compte, on a du mal à se considérer comme une communauté entière, du coup, on fait des cases. Donc il y a ceux qui sont sourds, ceux qui sont aveugles, etc. Là où on arrive à difficulté, c'est un malentendant. Du coup, il est plutôt entendant avec des problèmes d'audition ou plutôt sourd avec des possibilités d'audition. Puis après, vous allez aux toilettes, c'est assez rigolo. Et vous regardez sur les portes. Et vous avez hommes, femmes et handicapés. Du coup, je me suis dit, ça doit être le troisième genre. Et donc à l'époque des questions de genre, c'est intéressant. Donc ça veut juste dire qu'en fait, on confond plein de choses. On confond l'aptitude et la personne. C'est-à-dire qu'au finalement, aux toilettes, c'est pas le sexe qui va définir l'endroit où vous allez aller, c'est la posture dans laquelle vous allez y aller. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez envie d'être assis, vous allez assis, etc. Donc ça commençait à me titiller. Et finalement, je me suis dit, c'est peut-être les cases le problème. Et en fin de compte, je me suis dit, imaginons aujourd'hui que toutes les compétences, elles soient étalées sur une grande ligne et que cette ligne, ce soit plein de curseurs. Que chaque compétence soit un curseur. Donc un peu comme sur les chaînes IFI. Et voilà, vous pouvez favoriser ou défavoriser des fréquences dans le son que vous entendez. Imaginons que l'audition, ce soit un curseur. Si vous regardez votre vie quotidienne, elle est parcourue de moments où votre audition varie, pour plein de raisons différentes. À la fois parce que vous vieillissez, donc désolé de vous l'apprendre, mais vous vieillissez et votre audition baisse. Vous pouvez aussi avoir un casque sur les oreilles, vous pouvez être dans un milieu où il y a du bruit, vous pouvez être distant d'une personne, etc. En fait, l'audition, ou vous pouvez vous concentrer d'ailleurs, et donc vous perdez de l'audition, etc. En fait, votre audition est un facteur variable, ce n'est pas une donnée qui vous définirait. C'est une compétence que vous avez à disposition que vous pouvez faire varier. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant, ces histoires de curseurs. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'en fait, on a tous les mêmes curseurs? Ce qui ferait du coup une unité. Et ça, c'était ma question clé. Est-ce qu'on est vraiment, comment on fait pour être tous unis dans quelque chose qui me parle? Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est peut-être juste ça. On a tous les mêmes compétences et ils sont à des curseurs différents. Du coup, comment traduire ça après dans mes projets? Parce que c'était quand même mon espace d'action. C'était mes projets. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, les sourds amenaient une dynamique corps, une présence physique, etc. Et les gamins, ceux qui sont peut-être un peu plus toniques, un peu plus dans le corps, un peu plus dans le besoin de toucher, ils se plaisaient. La première activité que j'ai faite, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai fait des rencontres entre enfants sourds et entendants. Donc c'était des rencontres entre deux classes. Et à la fin, l'instit vient me voir et me dit c'est marrant parce que les derniers, ils ont adoré vos activités, ils étaient devant, etc. Et les premiers de la classe, ils étaient paniqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être, quelque part, les derniers sont juste des enfants qui ont des besoins d'engagement du corps pendant des processus d'apprentissage. Et comme l'école va contraindre cette envie et ce besoin, en fait, ils vont devenir agités. Donc, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que le contexte d'apprentissage qu'on leur propose et la sensorialité qu'on leur propose, elle ne correspond pas. Donc, voilà, c'est tout ça, et finalement, c'est qu'une question de curseur. Est-ce que mon corps est un élément important dans mon apprentissage, dans mon mouvement, etc. Et je pense qu'individuellement, si vous cherchez un petit peu, vous retrouvez finalement vos exemples de moi j'apprends mieux quand on me parle, moi j'apprends mieux quand je dessine, j'apprends mieux quand je réécris moi-même, etc., etc. Donc il y a des publics qui n'ont pas le choix, les publics sourds, ils ne peuvent pas entendre. Ça, on ne peut pas tourner autour du pot. Par contre, ça permet chez eux de développer une hyper-créativité sur qu'est-ce que je fais quand j'entends pas. Et donc nous, ce qu'on fait chez Signe de Sens, c'est un peu ça, c'est traduire le problème, ou le manque, ou l'absence, ou la difficulté en opportunité. Si vous regardez quand vous êtes créatif, vous êtes toujours créatif à partir d'un problème. Vous êtes toujours créatif à partir d'un manque. Vous n'allez pas dépenser inutilement de l'énergie pour quelque chose qui va bien, qui tourne. Donc en fait, nous, on a plutôt un parti pris de dire, et si le handicap, c'était l'opportunité d'innovation, bien plus que le poids social que tout le monde doit financer. Aujourd'hui, on enferme les personnes handicapées dans une sphère qui est nécessiteuse, c'est-à-dire je donne de l'argent, je soutiens, je fais ce que je peux pour qu'ils aient pas trop mal. Moi, je pense qu'on peut inverser un peu ce processus et rentrer dans une logique d'investissement. Je peux donner 1 et recevoir 5, mais il faut que j'y croie. Et nous, on prouve petit à petit par projet qu'en fait, on va enrichir la vision du groupe à partir de l'expérience de ces publics fragiles. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout bêtement du transfert de technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez courir, vous mettez des t-shirts qui ont été inventés par la NASA dans les années 50 pour des températures extrêmes ou autres. En fait, le transfert de technologie, c'est le principe même de l'innovation. Vous inventez sur une micro-population dans un contexte hyper bizarre. Vous développez une culture, une connaissance, un produit, une idée, une autre façon complète de voir les choses, et à un moment, vous redistribuez ça dans le grand public. Moi, à chaque fois, on me dit « Ouais, mais bon, vos projets, c'est bien, je vais peut-être financer, mais du coup, il y a combien de sourds, en fait, que ça concerne ?» Et du coup, je dis « On s'en fout, en fait, même s'ils étaient 2,
mais qui nous permettait de faire autrement quelque chose qu'on n'a pas, sur lequel on a une seule vision, un seul schéma, ça vaut tout l'or du monde. On n'a pas eu 70 Einstein, ça n'a pas empêché qu'on prenne ses idées. La question, c'est pas combien, la question, c'est quoi. La question, c'est quelle est la valeur, quel regard on va porter sur les choses, etc. Donc mon mot, en tout cas, pour finir, parce que je pense que je suis... Non ? Ah, t'as coupé, ouais, bah t'as bien. Ils m'ont mis un dernier, parce que du coup, je vous tiens jusqu'à 15h. Donc en tout cas, voilà, mes mots étaient partagés entre cohérence et fragilité. Cohérence parce que c'est un besoin fondamental pour moi d'être cohérent avec ce que je ressens et ce que je vois et ce que je vis et ce que je fais du coup. Et je pense que beaucoup de choses ont à se partager autour de la cohérence. Et la deuxième, c'était la fragilité parce que je pense que le tort, dans les entreprises comme dans beaucoup d'autres choses, c'est de penser que l'avenir, c'est la force ou la stabilité. L'avenir, c'est la fragilité. L'arbre, c'est très typique. L'arbre se développe par les petits bouts tout en haut qui sont hyper fragiles, qui sont les plus fragiles. Le tronc d'arbre est mort. Une entreprise qui pense qu'elle tiendra parce qu'elle est solide est une entreprise qui juste est en train de préparer sa mort. La fragilité, ce sera le point de développement. Ce sera toujours là. Voilà. Merci.